Bienvenue dans le débat consacré à la situation au Proche-Orient au lendemain de l'explosion spectaculaire de beepers de membres du Hezbollah qui ont fait 12 morts et 2800 blessés dans plusieurs localités du Liban, mais aussi en Syrie. En fin d'après-midi, aujourd'hui, d'autres appareils de communication, des talkie-walkies cette fois, ont explosé dans le sud du Liban et dans les faubourgs sud de Beyrouth. Selon une source sécuritaire, il y aurait 9 morts et plusieurs centaines de blessés. Le Hezbollah a affirmé qu'il allait riposter contre Israël, qu'il accuse d'être le responsable de ces explosions. Israël n'a pas fait de commentaires sur ces explosions, mais le ministre de la Défense israélien vient de faire une déclaration en parlant d'une nouvelle étape de la guerre, alors que l'armée israélienne se tournerait vers le front nord, à la frontière du Liban. Les États-Unis n'étaient pas au courant à l'avance des explosions, en tout cas c'est ce qu'a affirmé le département d'État américain, et ils exhortent l'Iran à éviter tout acte qui aggraverait encore les tensions dans la région. Côté diplomatique, Anthony Blinken est en ce moment en Égypte pour discuter d'une nouvelle proposition de compromis en vue d'un cessez-le-feu à Gaza et d'une libération de dizaines d'otages. Alors, on va revenir sur l'origine de ces explosions, quel est l'impact sur la désorganisation du Hezbollah et puis quelle est la prochaine étape, quelle peut être la riposte du Hezbollah, que va faire Israël, déclencher une opération d'envergure dans le sud du Liban, quelle est la position des États-Unis alors que Blinken est en Égypte, cette opération est-elle finalement un tournant dans le conflit entre Israël et le Hezbollah? L'escalade est-elle inévitable? Voilà les questions que nous allons poser à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Renaud Girard. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter, chroniqueur international au Figaro. Tous les mardis, la chronique internationale de Renaud Girard dans le Figaro. Et puis votre livre qu'on cite parce qu'effectivement, il est dans l'actualité, même s'il date un peu, La guerre ratée d'Israël contre le Hezbollah. Bienvenue à vous, Renaud. En face de vous, Michel Helou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes secrétaire général du Bloc national libanais et ancien directeur de L'Orient le Jour. Bienvenue à vous. Merci. Avec nous ce soir, Bernard Ourcade, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS. Bienvenue à vous également. Nous avons par Skype de Tel Aviv Daniel Ben-Simon. Bonsoir, vous êtes journaliste et ancien député travailliste. On me dit que vous êtes par téléphone avec nous, donc de Tel Aviv. Bonsoir à vous et bienvenue. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je l'espère. Je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Bon, bienvenue à vous alors, Daniel Ben-Simon. Avant de justement avoir cette discussion ensemble, je vous propose de faire un retour en images sur cette journée riche en rebondissements. Les obsèques de 3 membres du Hezbollah et d'une fillette tuée la veille se tenaient dans les rues de Beyrouth cet après-midi. Quand soudain, une explosion retentit, provoquant la panique. 24 heures après l'explosion de centaines de beepers appartenant à des membres du Hezbollah, ce sont cette fois des talkie-walkies qui semblent avoir été piégés. Les hôpitaux reçoivent des centaines de blessés par ces déflagrations. Elles se sont produites à Beyrouth, dans la plaine de la Beka et dans plusieurs villes du sud du pays. Devant cet hôpital de la capitale, l'armée a envoyé des soldats par crainte de nouvelles explosions. C'est un deuxième coup dur porté au système de communication de la puissante organisation politique et militaire qui plonge tout le pays dans un climat de panique pour le deuxième jour consécutif. Tous les regards se tournent vers Israël, qui avait annoncé quelques heures avant les premières explosions d'hier étendre les objectifs de sa guerre au front avec le Hezbollah. L'État hébreu n'a fait aucun commentaire pour l'instant sur ces 2 vagues d'explosions. Direction Beyrouth, on retrouve Serge Berberi, notre correspondant. Serge, bonsoir. D'abord, un mot sur ces explosions qui ont eu lieu cet après-midi. Il s'agit cette fois donc, non pas de beepers, mais de talkie-walkies qui appartiennent également à des membres du Hezbollah. Effectivement, Stéphanie, vous le savez, ces attaques survenues au Liban ces dernières 24 heures représentent un tournant majeur dans le conflit entre Israël et le Hezbollah, avec un bilan provisoire de plus de 21 morts au total et 3000 blessés. Cette opération constitue, selon les analystes libanais, une démonstration de force israélienne, à la fois sur le plan militaire et psychologique, il faut le souligner. Ce
qui distingue ces attaques, Stéphanie, des frappes quotidiennes depuis le 7 octobre, eh bien, c'est l'ampleur géographique. Pour la première fois depuis le début des tensions, eh bien, la capitale libanaise, Beyrouth, ainsi que sa banlieue, le sud du Liban et la région de la Bekaa ont été simultanément touchés. Cette vaste opération qui vise vraisemblablement à neutraliser une partie des infrastructures de communication du Hezbollah, eh bien, laisse présager, selon les analystes, un changement stratégique dans la manière dont Israël envisage le front libanais. De même source, eh bien, on apprend que en coupant une partie des moyens de communication des combattants du Hezbollah, notamment les beepers, eh bien, Israël semblerait chercher à désorganiser le groupe, à affaiblir ses capacités opérationnelles et aussi à forcer le Hezbollah à réagir dans un cadre moins structuré. Ces opérations s'inscrivent également dans un contexte où Israël, sous le commandement de Benyamin Netanyahou, réitère depuis quelques jours sa volonté de changer radicalement la situation à la frontière avec le Liban, la zone frontalière où les tensions demeurent vives. Aujourd'hui encore, de nombreux échanges de tirs ont été enregistrés des deux côtés de la ligne bleue, des tirs de missiles de la part du Hezbollah et de nombreux bombardements israéliens sur des zones frontalières. Merci Serge. Serge Berberi, donc en direct de Beyrouth. On va revenir bien sûr sur ce risque d'escalade entre le Hezbollah et Israël. Un mot d'abord, Michel Helou, peut-être vous pouvez réagir puisque vous êtes de Beyrouth, vous êtes en visite en France. Quelles sont vos informations aussi? Est-ce que ça rejoint ce que vient de dire notre correspondant Serge Berberi sur ces explosions dans ces talkie-walkie, sur une volonté? Est-ce que le Hezbollah semble déstabilisé? Avant de parler de si le Hezbollah est déstabilisé ou pas, évidemment, les informations que votre correspondant a données sont les bonnes. Je pense qu'il convient de revenir déjà sur le traumatisme que ces attaques ont provoqué, c'est-à-dire que l'impact est massif, l'impact psychologique est massif, et pas seulement sur le Hezbollah, dont les membres étaient détenteurs de ces appareils, mais sur l'ensemble de la société. Il faut savoir que l'impact, puisqu'on parle de près de 3000 explosions étalées sur le territoire qui ont eu lieu hier, avec notamment beaucoup de civils autour de ces gens-là. Aujourd'hui, de nouveau, plusieurs centaines d'explosions plus importantes que celles d'hier. Donc le traumatisme chez les Libanais est massif, d'autant plus que ça fait depuis le 7 octobre que les Libanais vivent dans une situation extrêmement difficile et tendue de guerre permanente. Le sud du Liban a été très largement bombardé. On a des dizaines de villages qui ont été rasés par les frappes israéliennes. Beyrouth a été touchée plusieurs fois et on vit une sorte de traumatisme permanent, donc depuis bientôt 12 mois, depuis bientôt 1 an. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut aussi très clairement condamner ces agressions qui enfreignent le droit international. Piéger des appareils qui sont utilisés de cette manière-là, c'est contre le droit international. Donc ces attaques ne sont pas acceptables. C'est une violation extrêmement claire de la souveraineté libanaise et je pense que c'est de là qu'il faut commencer. Un mot, Renaud Girard, pour revenir justement sur ces beepers. Pourquoi est-ce que le Hezbollah a utilisé ces beepers? Pourquoi il utilise des talkie-walkie? On revient quand même à l'origine. Justement, le Hezbollah n'utilise pas des portables comme celui-là, parce qu'ils savent très bien que les Israéliens peuvent intercepter les messages. Et d'ailleurs, ils ont la technologie comme les Américains. Vous savez que dans la guerre russo-ukrainienne, au début, tous les messages que se passaient par téléphone les colonels russes en février 2022, les Ukrainiens avaient immédiatement, avaient tous les messages. Et donc, ils ont, dans la guerre de 2006, ils ont pu garder leurs canaux de communication par des câbles. Le Hezbollah avait des câbles, un propre réseau de câbles. Le gouvernement libanais avait voulu mettre fin à ça. Et c'est là que le Hezbollah s'est érigé, a dit, a même mis son veto, a imposé maintenant un veto au gouvernement libanais pour des décisions stratégiques. Donc il a son propre réseau de câbles. Mais là, les Israéliens sont allés beaucoup plus loin, si vous voulez, et ils ont réussi. C'est une prouesse technologique des services de renseignement incroyable. On n'aurait pas osé mettre ça dans un James Bond ou dans un SAS, si vous voulez, car ils ont réussi à ces moyens rudimentaires, qui étaient rudimentaires pour pas pouvoir être espionnés, eh bien, ils ont réussi à mettre des explosifs à l'intérieur et à les faire tous sauter en même temps pour effectivement complètement paralyser et
et stupéfié aussi. Donc en fait, il y a eu des explosifs qui ont été mis à l'intérieur de des beepers au moment de leur fabrication. Parce qu'en fait, on lit dans la presse américaine qu'il s'agit de fabrication. Une société taïwanaise qui aurait en fait fabriqué ces beepers, mais la société taïwanaise dément. Elle dit qu'en fait, c'est passé par la Hongrie. Et le gouvernement hongrois dit que non, elles ne sont pas fabriquées en Hongrie. Donc bon, il y a plusieurs informations. Ils ont réussi ça, et c'est sans doute, on ne sait pas encore, mais est-ce qu'ils n'ont pas mis ça dans la batterie, parce qu'il y a des cristaux qui ressemblent, si vous voulez, dans la batterie, parce que ces beepers, sans doute, beaucoup de gens du Hezbollah ont pris l'avion, et donc normalement, s'ils avaient des explosifs, ils seraient vus dans les scanners des aéroports, mais visiblement non, parce qu'ils ont utilisé un explosif, c'est une piste en tout cas, qui serait semblable aux cristaux des batteries. En tout cas, c'est une opération ils étaient époustouflante, si vous voulez, qui rappelle, alors ils ont déjà été capables d'aller tuer à l'intérieur du complexe iranien présidentiel le chef Haniyeh, le chef du Hamas, mais là, c'est époustouflant de technologie et de réussite d'un service secret, parce que tout le monde pense que c'est le Mossad qui a fait ça. Mais le Mossad et l'armée israélienne. Donc ils ont fait beaucoup de progrès, les Israéliens, par rapport à la guerre de 2006, où ils n'avaient pas été très forts. C'est pour ça que le livre que vous avez montré, La guerre ratée d'Israël contre le Hezbollah, et là, ils sont devenus extrêmement bons. Oui. Bernard Hourcade, un mot justement. Est-ce que ça déstabilise en particulier le Hezbollah, ces explosions simultanées, indépendamment des victimes? Est-ce qu'il y a une désorganisation? Désorganisation évidente. Je ne suis pas spécialiste du Hezbollah et du Liban directement, mais lorsque vous touchez directement les cadres, et pas uniquement militaires, mais aussi les cadres de santé, les cadres sociaux, les cadres politiques d'un mouvement avec 3000 personnes sur 20 ou 25 000, c'est évidemment une désorganisation totale, quel que soit ce mouvement. Et dont l'impact, ça a été dit tout à l'heure, est considérable au niveau populaire. On est touché dans sa vie personnelle. On avait un téléphone dans la poche, banal et ordinaire, et brutalement, il explose. Et donc, on est touché, ceci en faisant le marché, en allant faire les courses, en étant chez soi, en faisant la sieste. Donc, il y a un traumatisme extrêmement fort qui déstabilise donc forcément. C'est vraiment un coup dur pour le Hezbollah. C'est un coup dur extrêmement dur. Et la question qui se pose, on va en débattre, je pense, à l'instant, c'est de savoir pourquoi Israël a fait cela, quelles sont ses intentions derrière un coup qui est exceptionnel du point de vue militaire. Alors justement, direction Israël, on retrouve notre correspondante Claire Duhamel. Il y a eu un certain nombre de déclarations, toutes récentes, de la part du ministre de la Défense israélien, également, me semble-t-il maintenant, de la part de Benyamin Netanyahou. Bonsoir Stéphanie. Oui, et ces déclarations n'ont même pas commencé aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours déjà qu'on observe un changement dans le narratif politique vis-à-vis du Hezbollah, puisque hier, par exemple, les Israéliens ont établi comme objectif de guerre le fait que les civils israéliens qui ont été évacués de la frontière au nord puissent retourner chez eux. Et c'est une preuve que le Hezbollah devient beaucoup plus central dans la stratégie de guerre israélienne, puisque jusqu'à présent, il n'y avait que deux objectifs de guerre qui concernaient tous deux Gaza et qui sont la destruction du Hamas et le retour des otages. Ici, à Jérusalem, le spectre du basculement dans une guerre régionale plus large est donc très fort et la société israélienne est extrêmement divisée sur ces questions. Il y a une partie de la population qui pousse au maximum le gouvernement à être plus offensif vis-à-vis du Hezbollah, une partie de la population qui était très contente hier soir quand elle a découvert cette opération spectaculaire au Liban, mais d'autres, au contraire, craignent que le basculement dans une guerre régionale soit extrêmement dangereux pour tous les civils israéliens, qu'il y ait beaucoup plus de civils israéliens qui doivent évacuer leur maison. Et cette grande fracture dans la société israélienne, elle s'illustre une fois de plus dans ce conflit avec le Hezbollah. À l'heure actuelle, Israël ne commente pas ces opérations, ne revendique pas ces opérations, ce qui est parfaitement naturel, puisque de façon historique, Israël ne commente pas les opérations qui lui sont imputées en territoire ennemi. Mais c'est comme un secret de polichinelle. Tout le monde ici en Israël sait que c'est bien vraisemblablement les services de sécurité israéliens qui sont derrière ces attaques au Liban. Merci Claire Duhamel, donc notre correspondante en Israël. Daniel Ben-Simon, vous êtes avec nous donc par téléphone de Tel Aviv. Est-ce qu'effectivement il y a un risque d'escalade lorsque Yoav Gallant dit que la guerre va rentrer dans une nouvelle phase? Est-ce que ça veut dire qu'Israël pourrait justement envahir le sud du Liban?
tout est possible. Il y a une volonté israélienne d'aggraver les choses parce qu'il faut se rappeler que des centaines de milliers d'Israéliens sont en dehors de leur maison au nord et des centaines de milliers d'Israéliens ne sont pas chez eux au sud. Dans une situation pareille où le pays se vide, Israël ne peut pas continuer de cette façon. Alors Israël essaie de faire l'écart de nouveau parce que c'est une situation impossible. Et il faut ajouter à ça un gouvernement comme on n'a jamais eu auparavant de droite et d'extrême droite. Et donc ça veut dire... Le plus dur depuis la création de l'État d'Israël. C'est la droite la plus dure qui est capable à tout. Alors si vous avez des Israéliens qui vivent en dehors de chez eux, dans des hôtels ou dans des camps de je ne sais pas quoi, et au nord et au sud, c'est-à-dire le pays ne fonctionne pas. Et cette pression, elle est sur Netanyahou, qui promet qu'il y a une rhétorique très dure. Moi, je termine la guerre avec le Hezbollah va disparaître, le Hamas va disparaître, et les Israéliens veulent que ces messages se concrétisent. Il y a une volonté, je ne sais pas si c'est votre correspondante qui a dit ça, mais les gens sont contents de ce qui s'est passé hier au Liban. Parce qu'on a montré, on a arrêté avec cette faiblesse, où c'est le Hezbollah qui initie tout, et Israël répond seulement. Cette fois, c'est Israël, l'initiative israélienne, et ça donne aux Israéliens un sentiment que la guerre est différente. Oui, alors elle est différente, mais là, Yoav Gallant dit que le centre de gravité de cette guerre bouge vers le nord. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les soldats israéliens, les unités israéliennes vont vers le nord. Je ne suis pas sûr que ce message est clair, et je ne pense pas que les Israéliens veulent une guerre, parce qu'ils savent que ça peut terminer la vie. Mais ils veulent une guerre comme il faut. Ça veut dire que pas seulement le Hezbollah, pas seulement le Hamas. Il faut frapper pour montrer la force d'Israël. Ce qui s'est passé hier, ça montre pas seulement la force, mais un certain mystère que les Israéliens adorent. Ça veut dire que c'est une opération des films de James Bond. Et ça donne un sentiment qu'on est toujours là. Michel Elou, est-ce que vous redoutez, vous, justement, une arrivée de l'armée israélienne au sud du Liban, donc au nord d'Israël, puisque là, la déclaration de Benjamin Netanyahou, c'est depuis effectivement quelques jours qu'il le dit, il veut ramener les 60 000 Israéliens qui ont été évacués au nord d'Israël. Donc est-ce que vous sentez, vous, une intervention militaire israélienne? Ça fait depuis bientôt un an que les Libanais sont tétanisés à l'idée d'une guerre totale. On a passé notamment les 3 premières semaines après le 7 octobre où les gens se terraient chez eux, ils n'osaient plus sortir, l'aéroport était en mode réduit. Puis de nouveau, en avril, lorsqu'il y a eu les frappes entre Téhéran, donc d'abord sur le consulat de Damas, puis ensuite la réplique iranienne, et de nouveau cette dernière phase, tout d'abord début août, fin juillet, quand il y a eu l'attaque sur la banlieue sud de Beyrouth, et de nouveau maintenant, en ce moment. Donc les vols sont annulés, les gens sont tétanisés, les gens n'osent plus aller au Liban, ceux qui sont au Liban sont coincés au Liban. Donc, vous pensez qu'il va y avoir une nouvelle phase, donc? Le risque est extrêmement sérieux. Maintenant, est-ce qu'on sait ce qui va se passer? Personne ne sait ce qui va se passer. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la décision est principalement dans les mains d'Israël, puisqu'on voit que les Iraniens, eux, sont plutôt extrêmement prudents. Ils n'ont pas du tout envie de risquer de nouveau de rentrer de risquer de s'entendre dans une guerre régionale, tandis que les Israéliens, eux, sont en train de mener une escalade graduelle. Et ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, clairement, ça rentre dans la phase d'escalade. Mais la vraie question, c'est une escalade, pourquoi? Et pour aller où? Au Moyen-Orient, il n'y a pas de guerre à gagner, il y a des solutions à trouver. Et je pense que c'est ça qu'on doit retenir. Aujourd'hui, si jamais les Israéliens décident, avec, comme l'a dit M. Ben Simon, le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, et face à un État libanais qui est plus affaibli qu'il ne l'a jamais été, un Hezbollah plus puissant qu'il ne l'a jamais été, si jamais ils décident de mener cette guerre totale, eh bien, c'est le Liban qui sera détruit bien avant le Hezbollah. Et je peux vous assurer qu'ils ne résoudront rien des problèmes régionaux. Il faut arrêter ces combats immédiatement. Il faut appliquer les résolutions internationales, notamment la résolution 1701, qui demande l'arrêt des combats frontaliers, le retrait du Hezbollah plus d'une quinzaine de kilomètres au nord de la frontière, et l'application aussi de la présence de la FINUL, donc les forces des Nations Unies au sud, afin de jouer ce rôle tampon entre Israël et le Hezbollah. C'est ça que nous demandons. Voilà, on va revenir sur la diplomatie. On va écouter Anthony Blinken. Il est en Égypte aujourd'hui, justement, pour négocier un cessez-le-feu à Gaza. Mais évidemment, il s'est exprimé sur les fameux beepers. Comme je l'ai dit auparavant,
Nous avons fait des progrès énormes depuis un mois et demi. Nous sommes d'accord sur 15 paragraphes. Il y en a 18 en tout. Mais les problèmes restants doivent être résolus. Avec les Égyptiens et les Qatariens, nous avons présenté des idées pour les résoudre. En ce qui concerne le Liban, les États-Unis n'étaient pas au courant ni impliqués dans ces incidents et nous continuons à rassembler des informations et des faits. De manière générale, nous avons été très clairs et nous restons très clairs sur l'importance que toutes les parties évitent toute action qui pourrait aggraver le conflit que nous essayons de résoudre à Gaza et de voir cela se propager à d'autres fronts. Renaud Girard, donc clairement les Américains disent attention à l'escalade, donc ils mettent en garde à la fois les Iraniens mais probablement aussi les Israéliens. Est-ce qu'ils soutiendraient une opération terrestre israélienne au nord d'Israël, au sud du Liban ? Alors je pense qu'ils ne la soutiendraient pas, ils l'ont dit à plusieurs reprises, et je pense que les Israéliens y réfléchissent à deux fois, parce que les Israéliens, dans la guerre classique conventionnelle, ils gagnent. Mais dans la guerre d'occupation, dans la guerre de guérilla, ce sont des guerres ingagnables. Nous l'avons bien vu, nous, Français, en Indochine, en Algérie, etc. Les Américains l'ont bien vu en Afghanistan, etc. Mais alors pourquoi Yoav Gallant parle de nouvelles phases vers le nord ? Alors d'abord, je pense que pourquoi d'abord cette opération aujourd'hui et hier ? Parce que sans doute, les Israéliens, le Mossad, pensaient qu'ils allaient ça allait être révélé. Et donc, ils ont préféré actionner, parce que ce n'est pas le meilleur moment pour actionner cette incroyable, cette fantastique réussite des services secrets d'avoir piégé tous les moyens de communication de ses propres ennemis. Le Hezbollah est un mouvement islamiste chiite qui nie le droit à l'existence d'Israël. Ils ont réussi à piéger l'intégrité. Mais pourquoi vous dites que ce n'est pas le bon moment alors que juste le lendemain, finalement, Yoav Gallant affirme la guerre va changer de centre de gravité. Alors c'est peut-être le bon moment, peut-être qu'effectivement ça va inspirer, dire au Hezbollah maintenant on se calme, on laisse rentrer les civils israéliens vers les kibbutz du nord. Et puis aussi, il y a une dimension qu'il faut bien voir, c'est qu'en Israël, ça a ravi les foules. C'est-à-dire, Israël a été humilié par l'opération du 7 octobre, puisque finalement, ses frontières n'étaient plus sûres. Et là, avec plusieurs opérations de suite, et celle-là, c'est la plus brillante, il y a eu celle dont j'ai parlé, Ismaël Haniyeh, assassiné au sein même du complexe présidentiel iranien. Il y a eu des otages qui ont été récupérés dans des opérations extrêmement, militairement extrêmement difficile, mais là, c'est tellement fort qu'il y a un enthousiasme. Oui, comme il y a eu un enthousiasme au moment d'Entebbe, quand ils ont été récupérés leurs otages en Ouganda, vous vous souvenez, l'expédition d'Entebbe, etc. Là, il y a un enthousiasme, et donc, effectivement, c'est utile politiquement pour Netanyahou. Et d'ailleurs, il est passé, son soutien à la Knesset vient de passer, Stéphanie, de 64 à 68 députés. Bernard Hourcade, justement, et pour en revenir donc au Hezbollah, qui est le bras armé de l'Iran, cette crainte évoquée par Anthony Blinken, attention à l'escalade. Donc là, du côté israélien, il pourrait y avoir justement peut-être cette guerre dont le centre de gravité va au nord, donc au nord d'Israël. Et puis, du côté de l'Iran, est-ce qu'il y aura riposte ? Est-ce qu'il y aura riposte du côté du Hezbollah, déjà, même avant l'Iran ? On sait que depuis le 7 octobre, l'Iran n'a qu'une seule peur, c'est d'être embarqué dans les affaires libanaises. L'Iran a changé un peu de stratégie. Contrairement à ce que l'on dit, l'Iran, certes, a pour priorité de destruction d'Israël. Ce n'est pas la priorité de l'Iran. La priorité de l'Iran aujourd'hui, c'est de sauver la République islamique, qui a beaucoup de problèmes à l'intérieur et à l'extérieur, du point de vue économique. Et le gouvernement de Raïssi, le président précédent, avait pour priorité la paix avec les pays voisins, notamment l'Arabie saoudite, notamment l'Irak. Et donc, c'est la sécurité régionale de l'Iran qui est en priorité. Le soutien au Hezbollah, le soutien des Houthis, le soutien des milices, etc., c'était important il y a 20 ou 30 ans. Ça reste important. Mais aujourd'hui, cette espèce d'humiliation subie justement par le Hezbollah, indirectement, c'est aussi une humiliation subie par l'Iran. Donc, est-ce que ça va entraîner une réaction ? Les Iraniens, aujourd'hui encore, ont dit, c'est un scandale ce qui vient de se passer, des termes très diplomatiques, mais ils ne tiennent absolument
absolument pas à rentrer dans le conflit. Un petit détail, lorsque le consulat d'Iran a été attaqué au Beyrouth, les Iraniens, le 14 avril, ont envoyé 350 missiles, drones, un événement militaire dont il faudra reparler, mais qui était exceptionnel. Réaction immédiate. Quand un assassinat est perpétré à l'intérieur même du compound des sécurités iraniens en tuant Haniyeh, le chef du Hamas à Téhéran, on aurait pu s'attendre à une réaction iranienne immédiate. Nous sommes aujourd'hui 2 mois plus tard, rien ne s'est passé, mais entre-temps, il y a eu des élections en Iran et un nouveau gouvernement qui a pour priorité de ne plus se laisser embarquer dans des guerres extérieures qui sont mal vues à l'intérieur du pays, qui ne sont pas gagnables à l'extérieur. Mais c'est pour ça peut-être que... Donc en fait, il freinerait le Hezbollah si le Hezbollah décidait au contraire... Mais il ne peut pas non plus se laisser insulter en permanence. Donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, considérant que l'Iran est sur le reculoir, ne veut pas se laisser embarquer dans une aventure comme celle-là, c'est le moment d'attaquer le Nord et d'attaquer le Hezbollah. Mais si vraiment une attaque forte était faite sur le Hezbollah, on peut penser que l'Iran devrait reprendre ses billes et effectivement passer à une action militaire et non plus politique. Ça serait en Iran un crève-cœur parce que leur priorité est politique aujourd'hui. Ils veulent faire payer à Israël ses fautes et non pas une victoire militaire sur Israël qui est utopique. Mais est-ce qu'on est dans une escalade là? Clairement, on peut le dire ce soir, c'est une escalade entre quand même Israël et le Hezbollah et l'Iran. On entendait, Stéphanie, c'est pas l'escalade qu'on attendait. Ce qu'on attendait, c'était une invasion classique avec les divisions qui ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Les Israéliens ont trouvé stratégiquement, c'est très intéressant, quelque chose auquel on ne s'attendait absolument pas. C'est un autre biais stratégique que là, les Israéliens peuvent Daniel Ben-Simon, justement, c'est quoi la prochaine étape là, lorsqu'on entend Benyamin Netanyahou qui donc promet dans une brève allocution vidéo, cette information vient de nous parvenir, le retour des habitants du nord d'Israël dans leur foyer, l'un des nouveaux objectifs affichés par l'État hébreu. Voilà, ça veut dire que l'objectif de la guerre, ça n'est plus seulement l'éradication du Hamas, mais aujourd'hui, ça serait le retour justement de ces Israéliens dans le nord. Donc ça veut dire on va développer ce front nord. Absolument, mais il y a aussi un problème dont vous ne parlez pas tellement, c'est le rôle, la grande faiblesse des Américains. Ils ne sont pas là. Ils ont quelqu'un qui est totalement inutile, Blinken, qui vient visiter de temps en temps, il descend de l'avion, il serre les mains, il embrasse les gens, mais il n'est pas effectif du tout. Les Américains n'ont jamais été aussi faibles dans la région. Et c'est les seuls qui peuvent dicter aux Israéliens comment se conduire. Alors, si vous voulez changer les données de cette guerre, poussez les Américains. Oui, mais est-ce que finalement, pardonnez-moi, est-ce que Benyamin Netanyahou ne pourrait pas y aller de toute façon avec Yoav Gallant, pousser l'armée israélienne au nord, indépendamment des Américains? Oui, il ne peut pas faire ça indépendamment des Américains, pas du tout. Ce serait prendre un risque terrible. Si les Américains sont contre, il ne faudrait pas ça. Mais pour ça, il faut que les Américains soient présents. Et malheureusement, ils ne sont pas là. Le président est malade. Blinken reflète la faiblesse américaine qu'on n'a jamais vue auparavant. Comme je vous ai dit, il n'y a jamais eu un gouvernement de droite aussi fort en Israël, aussi vraiment terrible. Oui. Et donc, les Américains sont là devant un gouvernement israélien dont ils n'ont aucune réponse. Donc vous pensez, justement, Daniel Ben-Simon, pour vous suivre, vous pensez donc qu'il y aurait plutôt une intervention militaire israélienne au nord, au sud du Liban? C'est fort possible. Une réaction, Michel Elie. Vous savez, quelqu'un a parlé de l'humiliation israélienne du 7 octobre. Elle est toujours là. Les Israéliens ne sont pas remontés du 7 octobre. Ça reste dans la pensée israélienne, dans la conduite israélienne, dans le traumatisme israélien. Le 7 octobre, c'est la journée la plus dure, je crois, depuis l'existence d'Israël. À part la guerre de Kippour, la surprise, le 7 octobre, on ne s'est jamais remis. Les programmes de radio sont sur ça, les programmes de télévision sont sur ça. On ne parle que du 7 octobre. Le 7 octobre est devenu une date traumatisante. Oui, mais là, on parle... J'entends ce que dit M. Ben-Simon et je pense que c'est très juste, mais c'est aussi un élément fondamental du problème. C'est-à-dire qu'on a parlé du traumatisme du 7 octobre chez les Israéliens, on a parlé des 100 000 personnes déplacées dans le nord d'Israël, on n'a pas beaucoup parlé des 100 000 personnes déplacées du sud du Liban, on n'a pas beaucoup parlé des 600 morts, dont plus d'une centaine de civils au Liban. On n'a pas beaucoup parlé aussi de ce qui s'est passé en 2006
et M. Girard est là, il a écrit un livre sur la guerre de 2006. La guerre de 2006, c'est une invasion terrestre israélienne avec énormément une campagne de bombardement. Ça a été une humiliation pour Israël et ça a été la destruction totale pour le Liban. Et c'est ce qui a permis au Hezbollah de renforcer sa mainmise sur le pays. Et ça a été dramatique. Et donc ça reste en mémoire absolument. Et donc je pense que c'est très important de réaliser qu'aujourd'hui, l'opinion publique israélienne, oui, elle soutient massivement, en tout cas la plupart des sondages mettent entre 60 et 70% de soutien pour une invasion du Liban. Je pense que c'est très grave, je pense que c'est dramatique, et je pense qu'il faut impérativement avoir des voix qui ne soient pas seulement guidées par cette opinion publique et qui ne soient pas seulement guidées par ce gouvernement extrémiste qui est aujourd'hui présent en Israël, mais qu'il faut qu'il y ait aussi des voix modérées qui parviennent à dire que ça ne mènera qu'à la destruction de la région, ça ne mènera pas à une solution. Au Liban, les gens sont terrifiés, je pense que les gens n'ont pas du tout envie de se relancer dans une nouvelle guerre, je pense que les gens en ont assez. Ils ont perdu énormément de ce qu'ils avaient, de tout ce qu'ils avaient reconstruit depuis 2006. Et donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que évidemment les Américains jouent leur rôle, bien sûr avec les Iraniens, bien sûr en mettant davantage de pression sur tous les acteurs régionaux, mais aussi et surtout sur les Israéliens, pour qu'ils arrêtent cette escalade, ou en tout cas ce côté va-t-en-guerre qui mènera nulle part. Renaud Girard, il y a aussi beaucoup de Libanais, au Liban, qui se réjouissent des sunnites et des chrétiens et des druzes, parce que le Hezbollah leur menait un peu la dragée haute, si vous voulez, les avait humiliés. Il y a eu une humiliation à Hamra le 7 mai 2008 qui reste comme une cicatrice à Beyrouth, et là ils se réjouissent de voir que le Hezbollah est ridiculisé, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ce mouvement militaire qui se disait la résistance, etc., le Hezbollah vient d'être ridiculisé par le Mossad. C'est certain que la force de dissuasion du Hezbollah a été cassée parce que le Hezbollah avait construit toute sa logique sur moi je protège les Libanais et nous sommes les seuls à permettre d'établir un équilibre de la terreur avec Israël. Ça a été brisé. Cela dit, ils s'étaient sortis de la guerre de 2006 en étant capables jusqu'au bout de lancer des missiles sur Israël. Renforcés à l'époque. Ils ont plutôt grandi, et là, ils ont été ridiculisés. Et leur prestige, si vous voulez, dans tout le Moyen-Orient, va s'effondrer, si vous voulez. Et simplement pour conclure, c'est pas parce qu'il y a des Libanais qui sont effectivement menacés par le Hezbollah en interne politiquement, qui sont des opposants, et nous sommes des opposants. Je suis un opposant au Hezbollah. Dans ma circonscription, j'ai fait campagne contre le Hezbollah. C'est pas pour cette raison-là que les Libanais vont aller soutenir une invasion israélienne, parce qu'on sait le prix qu'on va payer. Bernard Ourcade, justement, ils savent le prix qu'ils vont payer, les Libanais, donc le Hezbollah aussi. Enfin, il aurait beaucoup à perdre, finalement, s'il y avait une guerre, si Israël entrait vraiment en guerre directement au Liban. Tout à fait. Israël aussi sait très bien que même si le Hezbollah a été traumatisé, ridiculisé peut-être par ces attentats d'hier, il dispose quand même de 100 ou 150 000 missiles très efficaces qui, eux, sont toujours prêts à tomber sur Israël. Donc ils sont beaucoup plus armés, il faut le dire quand même aux téléspectateurs, que le Hamas, par exemple. Sans comparaison. Or, on constate aujourd'hui que toutes ces guerres, à Gaza, ça fait 1 an maintenant que la guerre est continue, qu'on détruit Gaza complètement. C'est même pas les morts qui c'est le plus grave, c'est l'éradication de la ville même. On détruit les cimetières. Il n'y a pas de passé à Gaza. Cette guerre continue et à Gaza, le Hamas dit ça pourra continuer longtemps comme ça. Les territoires mais est-ce qu'Israël dit au contraire, on a éradiqué le Hamas, maintenant on passe au Hezbollah? Ça fait 1 an que la plus grande armée du Moyen-Orient n'est pas fichue de le faire. Donc ils ont échoué de cette façon à Gaza, qui continue de survivre. Dans les territoires occupés de Cisjordanie, la guerre civile est en train de couver et dans un 2e front. Un 3e front au nord, possible pour effectivement faire retrouver leur maison aux 60 000 Israéliens qui ont dû quitter le nord et à ceux du sud. C'est une priorité bien évidemment comme les otages, mais on se rend compte que c'est bien compliqué. Et tant que on ne pensera qu'en termes de guerre, on n'en sortira pas. Et vous lisiez tout à l'heure très justement, les conflits n'aboutissent à rien. Voyons les questions politiques. C'est quoi l'objectif politique? Et justement, et l'objectif politique est à revoir aujourd'hui avec ce que pense notamment l'Iran, qui est derrière, on dit c'est le parrain de tout. Et en Israël, on veut créer une coalition anti-iranienne, en s'imaginant que la méchanceté vient d'Iran. Or, en Iran, ils veulent retrouver une autre philosophie aujourd'hui de puissance régionale. Et l'objectif de l'Iran n'est pas militaire, il est politique contre Israël. En faisant en sorte qu'Israël a échoué. Israël qui était le roi du Moyen-Orient, les accords d'Abraham, il va dire, regardez, ça ne retient pas la route. Israël est un rogue state, un État voyou qui fait n'importe quoi. Et dans la victoire de l'Iran, ils ne veulent pas être embarqués dans une guerre militaire
qu'ils ne peuvent pas mener. Ils sont en train de mener une guerre politique et c'est ça qu'il faudrait voir parce que ces questions n'est pas assez étudiées, bien évidemment. Intéressant. Mais Israël a eu raison parce que Israël, si vous voulez, c'est vrai, Israël a perdu mondialement la guerre de l'information en se comportant de manière extrêmement brutale et sommaire finalement, primaire à Gaza, en rasant tout comme faisaient les armées dans la dans les bombardements des villes dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais en revanche, là, Israël va regagner une partie de sa popularité en faisant une attaque extrêmement ciblée. Ce sont les cadres d'un mouvement qui déteste Israël et qui appelle à la chute d'Israël. C'est beaucoup plus subtil. C'est pas raser les universités comme ils ont fait à Gaza. Oui. C'est tuer leurs ennemis un par un. Alors, est-ce que c'est possible ça? Je vais faire réagir Daniel Ben-Simon parce qu'il n'a pas. Daniel Ben-Simon, une réaction justement. Est-ce que vous redoutez une guerre totale à cet instant? Aux yeux des Israéliens, la guerre totale, c'est avec l'Iran. Les Israéliens pensent que l'Iran veut se débarrasser d'Israël à tout prix, et c'est ce qu'ils ont en tête. C'est-à-dire, c'est pas la Syrie, c'est pas le Liban, c'est pas l'Égypte, c'est pas les autres pays arabes, c'est surtout l'Iran. Netanyahou parle de l'Iran depuis 30 ans. Il va dormir avec l'Iran, il se réveille avec l'Iran, et il ne fait que l'Iran. C'est-à-dire que, aux yeux des Israéliens, c'est l'Iran qui est le pays terrible du Moyen-Orient. Et là, il faut trouver, s'ils font une phase, ils changent d'opinion et ils passent à la phase politique, ce serait bien pour toute la région. Mais pour le moment, les Israéliens sont convaincus que les Iraniens se préparent au jour de la destruction. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est une erreur d'analyse fondamentale. On reprend des slogans faciles de Khomeini ou qu'on trouve tous les jours en Iran sur la Palestine, on va libérer la Palestine. Quand vous avez une manifestation pro-palestinienne à Téhéran, il y a au moins 350 manifestants. Ce n'est plus la question qui marche. Et aujourd'hui, la priorité en Iran est bien loin de cela. Donc c'est une analyse stratégique que l'on comprend vis-à-vis d'Israël. J'ai souvent discuté en Israël avec des gens importants sur la menace nucléaire iranienne, qui était uniquement un leurre pour coloniser la Cisjordanie. Pendant que l'on disait, regardez, le danger vient d'Iran, on colonisait la rive gauche du Jourdain sans aucune critique. C'est donc une stratégie médiatique qui est importante. L'Iran est un vrai problème sur le plan nucléaire. On aurait tort aujourd'hui de se croire en 1979, c'était il y a 50 ans. On se trompe d'adversaire aujourd'hui, à mon avis. Michel Helou. Vous parliez de poser la question de quelle est la vision stratégique et qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent une escalade ou pas? Je pense que le problème fondamental qu'on a, c'est justement que la majorité des acteurs n'ont pas de vision stratégique et n'ont pas de vision politique de la situation. C'est-à-dire qu'Israël se comporte uniquement comme dans une sorte d'opération de police et elle va tabasser les groupes palestiniens à Gaza, comme on l'a vu, et fait un peu la même chose, poussée par cette opinion publique en Israël aujourd'hui. La sécurité qu'il emporte aussi au Liban. Donc c'est une vision purement sécuritaire, sans vision politique. Avec des objectifs militaires qui changent. Absolument, et c'est la même chose pour d'autres mouvements, notamment le Hamas à Gaza. Et le problème fondamental qu'on a, c'est que tant qu'il n'y a pas de vision politique, on n'arrivera à rien. N'oublions pas aussi, on a parlé de 2006, n'oublions pas qu'en 82, c'est aussi à la faveur de l'occupation israélienne du Liban que le Hezbollah est né. Sans occupation israélienne au Liban, il n'y aurait probablement pas de Hezbollah aujourd'hui dans la forme qu'on a. Donc c'est absolument fondamental d'avoir une vision politique pour arriver tout d'abord à une solution, tout d'abord évidemment un cessez-le-feu au Liban, appliquer les résolutions internationales, le retour de l'État libanais, nous évidemment c'est ça qu'on essaie de défendre en tant que mouvement laïque, démocratique au Liban et pas des mouvements militaires fanatiques, mais il y a également besoin évidemment d'une solution régionale qui ne peut arriver que par la création d'un État palestinien. Tant qu'on n'a pas d'autodétermination palestinienne, on n'aura jamais de stabilité dans la région, d'où l'importance de la mettre très brillant tactiquement, mais stratégiquement. Israël est très brillant tactiquement, c'est sûr, mais stratégique. Et à venger l'humiliation du 7 octobre, là, c'est sûr, mais stratégiquement, c'est vrai, le Premier ministre israélien ne nous a pas encore dit comment il allait faire. À l'intérieur du territoire de la Palestine mandataire qu'il contrôle entièrement, l'armée israélienne contrôle entièrement le territoire de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain, et donc y compris la Cisjordanie, eh bien, il ne nous a pas encore expliqué comment, à l'intérieur de ce territoire où vivent 7 millions de Juifs et 7 millions d'Arabes, comment il va organiser la coexistence entre ces deux communautés.
Et donc c'est vrai qu'on n'a toujours pas, on l'attend toujours, cette vision stratégique. Vision stratégique et politique. Un mot, il nous reste 5 minutes sur les Américains. Pardonnez-moi Bernard Hourcade, puisqu'on en parlait d'Anthony Blinken. Daniel Ben-Simon disait ils sont trop faibles. En fait, que veulent les Américains à ce stade-là? Est-ce qu'ils ne souhaitent pas que Israël rentre au Liban? Il est évident qu'ils ne veulent pas. Ils sont sortis d'Afghanistan il y a quelques jours. D'Irak, on a vu comment ça s'est passé. Ils ne viennent absolument pas être embarqués dans une guerre mondiale, une guerre régionale importante. Cela dit, ils vont être, s'il y a une attaque contre Israël, ils vont, comme le 14 avril, être obligés de soutenir Israël militairement sur le plan pratique et donc, technique. Est-ce que Netanyahou pourrait le mettre devant le fait accompli? Oui, c'est-à-dire, de toute façon, avoir le plan militaire pour aller au sud du Liban et que les Américains soient mis devant le fait accompli. Pour tenter de les forcer, mais aussi c'est un moyen aussi, parce qu'Israël ne réussira pas tout seul à faire quoi que ce soit, à politiquement obliger Netanyahou à faire des choix. Netanyahou a échoué à Gaza, il a éradiqué le Hamas, la Cisjordanie occupée est un grave problème, le Hezbollah, malgré ce coup génial des beepers, il n'a réussi pas à l'écraser comme cela, il y a toujours 150 missiles prêts à tomber sur Israël. Donc M. Netanyahou ayait une politique et pas simplement une politique sécuritaire. Et là, on trouvera les Américains, peut-être avec les Iraniens, qui commencent à se reparler. Mais avec l'élection américaine le 5 novembre prochain, beaucoup de choses, évidemment, sont en suspens. Les Américains sont hors jeu pour encore 6 mois. Daniel Ben-Simon, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer maintenant? À qui vous posez la question? À vous. Vous pouvez la répéter, je vous ai perdu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'effectivement Israël, en définissant ses nouveaux objectifs de guerre, va agir? Je crois que oui. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle définition de guerre, oui, et une nouvelle définition du statut de Netanyahou. Politiquement, il est faible. Politiquement, il va tomber, il ne va pas exister au plus que quelques mois. Il est très mal dans les sondages, n'a jamais été aussi bas. C'est-à-dire, il faut voir les choses, c'est-à-dire, ce qui s'est passé au Liban, ça donne beaucoup de points à Netanyahou et à Gallant, mais Netanyahou est très mal dans les sondages. Il est entouré d'une coalition qu'on n'a jamais vue. J'ai dit quelque chose on n'a jamais eu un gouvernement aussi fanatique, mais on n'a jamais eu un gouvernement aussi ultra-orthodoxe, aussi religieux. On a l'impression que c'est des écoles juives religieuses qui ont envoyé des représentants au gouvernement. C'est pas des gens, même le service militaire, ils n'arrivent pas à faire. Ils sont pas liés à Israël comme Israël voudrait être, laïque et différent de ce qui se passe aujourd'hui. Alors Netanyahou est en tête d'une coalition totalement différente des intérêts des Israéliens. Ouais. Combien de temps il va tenir? Je ne pense pas qu'il tiendra longtemps. Alors le débat politique va rentrer dans quelques temps. Il va changer les données des choses. Oui, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Daniel Ben-Simon. Merci Michel Helou d'avoir été là, Bernard Hourcade, merci beaucoup, Renaud Girard, merci à vous tous. Merci aussi à Claire Duhamel qui a participé à l'émission, à Serge Berberi qui était à Beyrouth. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, en podcast. À demain.